Il faut que tu le quittes. Demande le divorce. Lors de mon échographie de grossesse, le médecin s'est mis à trembler. Bonne écoute. La sonde de l'échographie a cessé de bouger. Le docteur Rousseau la faisait glisser sur mon ventre une seconde plus tôt, montrant l'écran du doigt, m'expliquant quelque chose sur les mesures, et puis elle s'est figée. Sa main est restée immobile, mais son regard s'est perdu ailleurs. Elle s'est penchée vers l'écran, a tapé quelque chose rapidement de sa main libre, puis a ouvert une deuxième fenêtre. Mes analyses de sang d'il y a 2 semaines. Elle a regardé les 2 écrans, passant de l'un à l'autre comme si elle lisait une phrase qui n'avait aucun sens. Elle n'a pas dit que tout allait bien. Elle n'a rien dit pendant presque 30 secondes. Et si vous vous êtes déjà retrouvé allongé sur le dos, enceinte de 14 semaines, à regarder votre médecin devenir silencieuse, vous savez que 30 secondes peuvent paraître une éternité. Puis, elle a posé la sonde, s'est essuyé les mains et a dit à l'infirmière, « Pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît ?» L'infirmière est sortie. Le docteur Rousseau s'est tourné vers moi et a dit très doucement, « Camille, il faut qu'on parle dans mon bureau, tout de suite. » Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 31 ans. J'habite à Clermont-Ferrand, en Auvergne, et je travaille comme coordinatrice des stocks dans un grand entrepôt de meubles près de l'avenue de Cournon. Le genre d'endroit où les gens achètent des canapés d'angle payables en 12 fois sans frais et se disputent pour savoir si le marron expresso et le noyer foncé sont la même couleur. Ce sont les mêmes, mais je ne le dis pas aux clients. Je suis marié à Julien Moreau depuis 3 ans, et nous sommes ensemble depuis 5 ans. Il a 34 ans et travaille comme répartiteur de flotte pour une entreprise de transport appelée Transport Auvergne Logistique. Quand je l'ai rencontré, il était charmant de cette façon très précise qu'ont les hommes qui retiennent comment vous prenez votre café et qui vous envoient un message pour vous dire bonjour tous les matins pendant 6 mois, jusqu'à ce que vous vous disiez, d'accord, lui, il tient vraiment à moi. Nous n'essayions pas d'avoir un enfant. Quand je l'ai annoncé à Julien, il m'a prise dans ses bras. Il a dit tous les mots qu'il fallait, mais ses yeux ne correspondaient pas à son sourire. Il y a eu cette lueur, comme celle d'un homme en train de faire des calculs mentaux. Je me suis dit que ce n'était rien. Les hormones, l'anxiété. Puis, vers la 6e semaine, Julien a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 5 ans. Il s'est mis à faire la cuisine. Enfin, cuisiner. Tous les matins, il me préparait un smoothie bien-être. Épinards, myrtilles surgelées, graines de lin, protéines en poudre à la vanille. Il le laissait sur le comptoir avec un post-it pour ses 2 amours. Avant la grossesse, l'idée que se faisait Julien de la préparation d'un repas, c'était de commander chez Domino's et d'appeler ça subvenir aux besoins de sa famille. Cet homme a un jour essayé de faire cuire des pâtes en oubliant de mettre de l'eau. Alors, quand il est devenu le chef des smoothies, je me suis vanté auprès de ma collègue Sylvie d'avoir le mari le plus attentionné du Puy-de-Dôme. Sylvie m'a dit que je devrais le louer comme un livre à la bibliothèque. J'ai ri. Aujourd'hui, je ne ris plus du tout. Dans son bureau, le docteur Rousseau m'a montré mes analyses de sang. Un composant dont je n'avais jamais entendu parler y était présent à un taux significativement élevé. Une substance que l'on trouve dans des médicaments sur ordonnance et qui est extrêmement dangereuse pendant la grossesse. Le genre de danger où une exposition continue pourrait mettre fin à la grossesse et m'envoyer à l'hôpital. Je lui ai dit qu'on ne m'avait jamais prescrit ça. Elle a hoché la tête comme si elle s'en doutait déjà. Puis, elle m'a demandé avec précaution, « Est-ce que quelqu'un vous donne quelque chose régulièrement? Des suppléments, des vitamines, des boissons ?» Mon esprit est allé directement au smoothie. 8 semaines, tous les matins. Le docteur Rousseau a dit, « Ces niveaux ne s'accumulent pas par accident. Quelqu'un vous administre ceci délibérément. Arrêtez de consommer quoi que ce soit que vous n'avez pas préparé vous-même. Et Camille, je pense que vous devriez quitter votre domicile. » Je me suis assise dans ma Peugeot 3008 sur le parking. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien, « Comment s'est passé l'écho, mon cœur? Je t'ai préparé un très grand smoothie pour quand tu rentreras. » J'ai fixé cet emoji souriant pendant un très long moment. Ces smoothies avaient un goût affreux, soit dit en passant. C'était comme si quelqu'un avait mixé de l'herbe coupée avec de la craie et une prière. Mais je les buvais tous parce que je me sentais coupable. Il faisait tellement d'efforts. Je lui ai même dit miam en face. J'aurais dû faire confiance à mes papilles gustatives dès le départ. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite.
J'ai conduit jusqu'au parking d'une pharmacie à 3 km de là et je suis resté assise, le moteur en marche, une main sur mon ventre. J'ai réalisé que je ne pouvais pas le confronter, car si c'était vrai, à la seconde où il saurait que j'avais découvert la vérité, je serais en réel danger. Et il y avait autre chose que j'avais mis de côté. Le mois dernier, 4200 € avaient disparu de notre compte épargne commun. Julien m'avait dit que c'était pour réparer la transmission de sa voiture. Je l'avais cru. Je le croyais toujours. Mais là, c'était fini. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous les commentaires. Merci du fond du cœur d'être là avec moi. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai donné la performance de ma vie. J'ai souri à Julien, je lui ai dit que l'échographie était parfaite. Il était sur le canapé en train de regarder une émission de course de camion parce que, évidemment, et a à peine levé les yeux. Le smoothie est sur le comptoir, a-t-il dit. Il était là, ce verre vert, posé comme une bombe déguisée en boisson diététique. Je l'ai pris, j'ai bu une gorgée, juste assez pour me mouiller les lèvres. Pendant que Julien était scotché au canapé, j'ai discrètement attrapé un bocal le parfait dans le placard au-dessus de la cuisinière. Nous en avions une douzaine depuis une phase où je m'étais mise à faire des conserves il y a 2 étés. À la seconde où Julien est parti se doucher, j'ai versé la moitié du smoothie dans le bocal, je l'ai fermé hermétiquement, j'ai jeté le reste dans l'évier et j'ai rincé le mixeur pour qu'il ait l'air vide. Ce bocal allait partir dans un laboratoire. Julien ne le savait pas encore. Maintenant que je savais quoi chercher, j'ai commencé à voir ce qui m'avait échappé. Julien me regardait boire ce smoothie tous les matins avec une concentration extrême. Ses yeux suivaient le verre, du comptoir à ma main, puis à ma bouche. Il essuyait le même endroit sur le plan de travail encore et encore jusqu'à ce que j'ai fini. Ensuite, il vérifiait le récipient du mixeur. J'avais confondu la surveillance avec de l'affection. Il s'avère que cela se ressemble exactement quand on ne se doute de rien. Un matin, j'ai dit que j'avais déjà pris mon petit déjeuner au travail. Sa mâchoire s'est contractée. Ses épaules se sont raidies pendant 2 secondes. De la vraie frustration. Puis, il s'est repris. Pas de souci, chérie. Mais 1 heure plus tard, tu devrais vraiment boire le smoothie, par contre. J'y ai mis des vitamines supplémentaires aujourd'hui. J'ai souri. Je l'ai bu devant lui. Et je l'ai vomi aux toilettes à la seconde où il est parti travailler. Voici un autre détail concernant Julien. Il s'était mis à garder ses clés de voiture sur lui en permanence. Aux toilettes, pour aller chercher le courrier, pour sortir les poubelles à 5 mètres de la porte. Avant tout ça, cet homme avait déjà laissé ses clés dans le réfrigérateur une fois. Ne me demandez pas comment. Maintenant, soudainement, elles étaient collées à sa main. Un soir, il a oublié son portefeuille dans la maison et est rentré en courant, laissant son utilitaire déverrouillé pendant 45 secondes. Je suis sorti comme si j'allais vérifier la boîte aux lettres. Sous le siège du conducteur, un téléphone prépayé enveloppé dans un sac plastique de supermarché. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai pris en photo et je l'ai glissé exactement là où il était. L'écran de verrouillage était allumé, et les notifications s'affichaient. Un message de EC. Est-ce qu'elle les prend toujours tous les jours? Un autre d'un contact enregistré avec un emoji cœur rouge, quand est-ce que tu lui dis? Je ne peux plus attendre. C'est Corinne. La mère de Julien, 61 ans, réceptionniste au cabinet médical Saint-Jean, dans le centre. Depuis 9 ans. Elle s'occupe des enregistrements, des plannings, et comme elle s'en est vantée un jour à Noël, elle gère pratiquement tout le cabinet, y compris le placard d'échantillons où les représentants pharmaceutiques laissent des médicaments gratuits. Corinne ne m'a jamais aimé. À notre fête de fiançailles, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, un homme qui épouse la première fille qui dit oui le regrette généralement au bout de 3 ans. Pas de sourire, pas de clin d'œil. Je pensais que c'était de l'humour noir. Ça ne l'était pas. Corinne Moreau a un jour qualifié une blague de Toto d'indigne. L'humour ne fait pas partie de son système d'exploitation. Cette nuit-là, pendant que Julien ronflait à côté de moi, j'ai ouvert notre application bancaire. Les 4200 € n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Sur 4 mois, 14 600 € avaient été transférés par petits virements. 800 € par-ci, 1200 € par-là,
950 € un mardi au hasard. Chaque transfert était étiqueté et prélèvement automatique pour se fondre dans les relevés. L'argent partait vers un compte d'une autre caisse d'épargne que je n'avais jamais vue. Un téléphone jetable sous le siège, comme s'il était dans un film d'espionnage. Sauf que la seule chose pour laquelle Julien a jamais été discret, c'est ce qu'il dépense chez Noroto. Je suis resté allongé dans le noir, une main sur mon ventre, l'autre serrant mon téléphone. Je savais 3 choses. Quelqu'un empoisonnait mes smoothies. Mon mari avait un téléphone secret. Étage 14 600 € avait disparu. Mais je ne savais pas qui était l'emoji cœur. Je ne connaissais pas le rôle exact de Corinne. Je ne savais pas que l'homme à côté de moi avait choisi le plan de sa mère au détriment de sa femme et de son propre enfant. Pas encore. Mais j'allais le découvrir. Le premier appel que j'ai passé fut pour Léa Dubois, ma meilleure amie depuis la seconde au lycée Jeanne d'Arc. Léa est assistante juridique dans un cabinet d'avocats en droit de la famille Arium. Le genre de femme qui classe son étagère à épices par ordre alphabétique et qui a réussi un jour à faire annuler une contravention de stationnement en citant le code de la route de mémoire. Elle ne panique pas. Elle planifie. Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant 10 secondes, ce qui, pour Léa, équivaut à une retraite de méditation, puis elle a dit « D'accord Camille, voilà ce qu'on va faire ». Léa m'a mise en contact avec un service privé d'analyse médico-légale que son cabinet utilise. Litige de garde, fraude à l'assurance. Toxicologie accélérée sur un échantillon liquide, 5 jours ouvrables. J'ai conduit jusqu'à Riom et j'ai remis le bocal le parfait comme une pièce à conviction, parce que c'est ce qu'il était sur le point de devenir. Encore 5 jours de smoothie de Julien et de sourire de Julien. Chaque matin, il mixait, je sirotais, il regardait, je jetais le reste après son départ. Si jamais je perds mon travail à l'entrepôt, j'ai une carrière de rechange dans les opérations d'infiltration ou le théâtre. Un soir, j'ai demandé à Julien de sentir le bébé bouger. Il a posé sa main sur mon ventre, a souri quand le bébé a donné un coup, et a dit « C'est notre petit bout ». J'ai cherché sur son visage une once de culpabilité, n'importe quoi. Et je n'ai rien trouvé. Il était assis avec sa paume sur l'enfant qu'il essayait de détruire, et il avait l'air paisible, comme s'il regardait un coucher de soleil. C'est ce moment-là que je n'arrive pas à oublier. Pas l'avertissement du médecin, pas le téléphone secret. Sa main sur mon ventre, et le vide derrière ses yeux. Certaines personnes enfouissent leur culpabilité très profondément. Julien, lui, n'avait rien à enfouir. En attendant les résultats du laboratoire, j'ai ouvert notre compte Google Photos partagé, créé il y a 2 ans pour nos photos de vacances. Julien n'y avait rien posté depuis des mois. Mais Google Photos se synchronise automatiquement. Vous supprimez une photo de votre téléphone en pensant qu'elle a disparu. Mais si le cloud l'a récupérée en premier, et c'est presque toujours le cas, elle se trouve juste là, dans l'album partagé, avec l'horodatage. Julien pensait que supprimer signifiait faire disparaître. C'est un homme qui m'a un jour demandé pourquoi ses emails supprimés étaient toujours dans le dossier Corbeil. La technologie n'allait jamais être son complice criminel. J'ai trouvé 47 photos, étalées sur 7 mois. Julien avec une femme que je n'avais jamais vue. Des restaurants, une maison au bord d'un lac, un selfie, et un magasin de meubles avec des étiquettes vendues sur les modèles d'exposition. Fin de la vingtaine, cheveux bruns, sourire éclatant. Et sur les photos les plus récentes, datant de 3 semaines, elle était visiblement enceinte, bien plus avancée que moi. Une photo montrait un badge à son nom, Chloé Monsieur j'ai vérifié le téléphone normal de Julien. Il n'a jamais changé son code, et j'ai trouvé Chloé Martin enregistrée sous un faux nom d'entreprise, Pièce Autonord. Son adresse, Beaumont, à 15 minutes de chez nous. Son compte Instagram était public. Sa bio, je vis le meilleur chapitre de ma vie. Il y a 3 semaines, elle avait posté une photo de minuscule basket pour bébé. J'ai hâte de te rencontrer, mon petit cœur. Le meilleur chapitre de sa vie. Madame, vous étiez une note de bas de page dans le pire chapitre de la mienne. Mais je ne lui en voulais pas encore. Si Julien m'avait menti pendant 3 ans, il pouvait très bien lui mentir à elle aussi. La chronologie s'est emboîtée comme une serrure. Chloé était enceinte de 24 semaines. J'en étais à 14. Elle est tombée enceinte la première. Julien a appris pour le bébé de Chloé, a paniqué, et puis je lui ai parlé du mien.
2 femmes, 2 bébés, 2 pensions alimentaires, un seul salaire, et une maison qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre parce que mon nom était l'emprunteur principal sur le prêt immobilier. L'apport initial de 31 000 € venait de la vente du chalet de pêche de mon défunt père dans les Monts d'Or. La seule chose que mon père m'avait laissée. Les calculs de Julien étaient simples. Le divorce signifiait perdre la maison et payer une pension alimentaire, sans rien laisser pour Chloé. Mais si ma grossesse disparaissait purement et simplement, il jouait le mari en deuil, suggérait qu'ils avaient besoin d'espace, demandait un divorce à l'amiable discret, repartait avec sa part, et s'en sortait proprement. Pas de bébé, pas d'obligation, juste lui et Chloé, financés par les 14 600 € qu'il avait siphonnés. Et l'homme qui avait enregistré sa petite amie sous le nom de pièce auto Nord se croyait assez intelligent pour réussir son coup. Jour 10, Léa a appelé. Le rapport médico-légal confirmait le composé exact que le docteur Rousseau avait repéré. Il était dans le smoothie. La concentration correspondait précisément à mes analyses de sang. 12 pages disant toute la même chose, acte délibéré. J'avais le rapport du laboratoire, les photos du cloud, les relevés bancaires, les captures d'écran du téléphone jetable. Assez pour faire exploser le monde de Julien là, tout de suite, dans le salon, pendant qu'il mangeait des restes de pizza en regardant des résumés de courses automobiles. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas de hurlements pendant que Corinne le cocherait par téléphone. Je voulais le coincer d'une manière qu'aucun avocat, aucun mensonge et aucune manipulation de sa mère ne pourrait défaire. Pour ça, j'avais besoin de quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Je suis entré au commissariat central de Clermont-Ferrand un mardi matin, 12 jours après que le docteur Rousseau ait changé ma vie. Je n'ai pas fait irruption. J'avais pris rendez-vous avec la brigade de protection de la famille et je me suis présenté avec une chemise cartonnée contenant tout ce que Julien et Corinne pensaient que personne ne trouverait jamais. La capitaine Nathalie Gauthier avait la cinquantaine. Des cheveux gris courts, des lunettes de lecture accrochées à une chaîne. Elle ressemblait à la tante préférée de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle ouvre le dossier. Elle a lu le rapport du laboratoire, les relevés bancaires, les captures d'écran du téléphone jetable, les photos de Julien et Chloé sur le cloud. Elle a tout aligné comme les pièces d'un puzzle et m'a fixé pendant une minute entière. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de ça? 12 jours? Elle a enlevé ses lunettes. Vous dormez à côté de cet homme depuis 12 jours, et il n'en a aucune idée. La capitaine Gauthier s'est adossée à sa chaise. D'accord, Madame Laurent. Je peux travailler avec ça. Voici ce qu'elle voulait, une vidéo. Les messages et les résultats du laboratoire étaient des preuves solides, mais des images de Julien introduisant physiquement la substance dans le smoothie détruiraient toute défense possible. Aucun avocat ne pourrait affirmer que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans ou que quelqu'un d'autre avait trafiqué le mixeur s'il y avait une caméra le regardant écraser les pilules de ses propres mains. J'ai donné mon consentement écrit pour l'installation d'une caméra dans ma propre cuisine. La capitaine Gauthier a obtenu les autorisations nécessaires. Le lendemain après-midi, un technicien a installé une petite caméra dissimulée dans un chargeur USB multiple sur le comptoir, orienté vers le mixeur. Ça a pris 11 minutes. Quand Julien est rentré, il est passé juste devant. Pourquoi l'aurait-il remarqué? Ça ressemblait à n'importe quel chargeur de téléphone. 3 jours. Je devais continuer à jouer la comédie pendant encore 3 jours. Jour 1. Julien s'est réveillé à 5h52. La caméra l'a enregistré en train de préparer le smoothie, mais il a juste mixé des ingrédients normaux. Pas de pilule. J'ai eu l'estomac noué. Avait-il arrêté? Avait-il senti quelque chose? J'ai envoyé un message à la capitaine Gauthier. Rien, m'a-t-elle répondu. Patience. Il a un mode opératoire. Jour 2, 5h48. La même chose. Myrtille, épinards, protéines en poudre, aucune pilule. J'ai commencé à remettre tout en question. Peut-être que je me trompais. Peut-être que le laboratoire avait fait une erreur. Puis je me suis souvenu des 12 pages d'analyse médico-légale et du visage du docteur Rousseau quand elle avait lu mes analyses de sang, et je me suis dit, fais confiance à la science, Camille. Fais confiance à la science. Pendant ce temps, Corinne a appelé Julien alors que j'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu des bribes à travers le mur. Elle est encore allée chez le médecin? Tout est en ordre?
Julien a raccroché rapidement quand il a entendu mes pas dans le couloir. Il m'a dit que c'était un appel pour le travail. Corinne prenait des nouvelles, s'assurait que le plan fonctionnait toujours. Elle était nerveuse, elle aussi. Tant mieux. Pendant que la caméra attendait, Léa m'a mise en relation avec Maître Bertrand Mercier, un avocat spécialisé en droit de la famille en qui elle avait confiance. Maître Mercier a tracé les 14 600 € jusqu'à un compte courant distinct que Julien avait ouvert sous une légère variation de son nom, J.E. Moreau, dans une autre banque de la ville. Les retraits correspondaient à des achats pour Chloé, une caution pour un appartement à Beaumont, des meubles dans un magasin de déstockage, des articles de puériculture. Julien se construisait une deuxième vie avec notre argent. Mon argent. L'argent qui provenait du chalet de mon père. Maître Mercier a également confirmé ce que je savais déjà, mon nom était principal sur le prêt de la maison. L'apport de 31 000 € était entièrement justifié, et en cas de divorce, Julien repartirait avec presque rien. C'était exactement pour cela qu'il avait choisi le poison plutôt que la paperasse. Jour 3, 5h47. La caméra de la cuisine a enregistré Julien entrant en caleçon et t-shirt froissé. Il a ouvert le placard au-dessus du réfrigérateur, a passé la main derrière une boîte de filtre à café, en a sorti un petit sac de congélation, a pris 2 pilules, les a posées sur la planche à découper, les a écrasées avec le dos d'une cuillère en métal. A fait glisser la poudre dans le mixeur avec son doigt, a ajouté les myrtilles surgelées et les épinards par-dessus, a mixé pendant 30 secondes, a rincé la cuillère, a remis le sac derrière la boîte de filtre et est retourné se coucher. 17 minutes de vidéo d'une clarté absolue. Son visage visible pendant tout ce temps. Il cachait les pilules derrière les filtres. Les filtres à café. Je gardais le bon café, un torréfacteur de Volvic, dans le garde-manger. Julien ne touchait jamais à cette étagère. S'il avait eu de meilleurs goûts en matière de café, il aurait peut-être choisi une meilleure cachette. Mais c'est ça, le problème avec Julien. Même ses crimes étaient médiocres. La capitaine Gauthier a visionné les images cet après-midi-là. Elle m'a appelé à 16h15. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Allez chez Léa. Nous agissons demain matin. J'ai préparé un sac pendant que Julien était au travail. Brosse à dents, 2 vêtements de rechange, mes vitamines prénatales, mon dossier de copie de preuve et la photo de l'échographie du bureau du docteur Rousseau. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Léa à Beaumont sans me retourner. Le lendemain matin, j'étais assise sur le canapé de Léa avec une tasse de thé que je n'arrivais pas à boire et mon téléphone posé face visible sur la table basse. La capitaine Gauthier m'avait dit qu'elle appellerait quand ce serait fait. Elle n'avait pas dit à quelle heure. Elle avait juste dit « Restez où vous êtes. On s'en occupe ». À 10h15 un mercredi, 2 policiers en civil sont entrés dans le bureau de répartition de transport Auvergne Logistique, dans la zone industrielle. Julien était à son bureau. Ils lui ont demandé de les suivre dans le couloir. Il l'a fait. Ils lui ont signifié les charges retenues contre lui, administration de substances nuisibles, mise en danger de la vie d'autrui sur une femme enceinte, et violence conjugale. Ils l'ont menotté dans le couloir, l'ont fait sortir par la porte latérale et l'ont fait monter à l'arrière d'une voiture banalisée. Selon le rapport de la capitaine Gauthier, Julien n'a pas résisté. Il n'a pas parlé. Son visage est devenu blanc et l'est resté. Pas de scène, pas de discours. Pas de foule de collègues rassemblés pendant que je pointais du doigt en livrant un monologue dramatique. La vraie justice ne fonctionne pas comme ça. La vraie justice, c'est 2 policiers, un couloir et une paire de menottes. Et c'est plus silencieux qu'on ne le pense. À 14h30, le même jour. Des policiers sont arrivés au cabinet médical Saint-Jean. Corinne était à l'accueil, faisant ce qu'elle faisait tous les jours depuis 9 ans. Ils lui ont demandé de les accompagner. Elle a été inculpée pour complicité. Obtention illicite de substances réglementées et association de malfaiteurs. Avant même d'arriver au commissariat, avant même qu'on lui lise ses droits ou qu'on lui propose un avocat, Corinne a déclaré « C'était l'idée de Julien. Je lui avais dit que c'était trop risqué. » Elle n'a même pas atteint la salle d'interrogatoire avant de jeter son propre fils sous le bus. L'amour maternel a ses limites, apparemment, et cette limite se situe à la mise en examen pour crime. Julien, dans une autre pièce avec son avocat commis d'office, a raconté une histoire différente. Il a dit que Corinne avait fait pression sur lui,
qu'elle m'en voulait depuis le début, qu'elle avait pratiquement planifié tout le truc, et qu'il avait juste suivi le mouvement parce qu'il ne savait pas comment lui dire non. Ils se sont détruits l'un l'autre en 4 heures. 4 heures. J'ai déjà vu plus de loyauté lors d'une promotion d'un acheté, un offert au supermarché. Voici ce qui les a fait tomber tous les deux, les SMS de Corinne. Elle prétendait ne pas comprendre exactement à quoi Julien utilisait les médicaments. Ses propres mots sur le téléphone jetable ont instantanément détruit cette défense. Est-ce qu'elle les prend toujours tous les jours? Et celui qui a fait secouer la tête même à la capitaine Gauthier, n'en utilise pas trop d'un coup, ça va changer le goût. Ça, ce n'est pas une femme qui ne comprend pas. C'est une femme qui gère la posologie. Ensuite, Chloé Martin est entrée en scène. Quand l'arrestation a fait la une des faits divers du journal local La Montagne quelques lignes, c'était suffisant. Chloé a vu le nom de Julien. Elle a vu le mot femme. Elle a appelé la police le soir même, tremblante, et a fait une déposition volontaire. Julien lui avait dit qu'il était divorcé, que son ex avait déménagé en Bretagne, qu'il n'y avait personne d'autre. Chloé a fourni des textos de Julien, étalés sur 7 mois, y compris des messages où il parlait de régler les choses avec Camille et de gérer la situation de la maison. Chloé Martin n'était pas la méchante de cette histoire. C'était une autre femme à qui Julien avait menti, et son témoignage a donné à l'accusation une couche supplémentaire de preuves dont ils n'avaient même pas besoin, mais qu'ils étaient ravis d'avoir. Maître Mercier a agi vite sur le plan juridique. Requête en urgence. Le compte bancaire caché a été gelé. Demande de divorce pour faute, invoquant la conduite criminelle, la fraude et la mise en danger. Selon le droit français, le comportement criminel de Julien me donnait des motifs pour protéger totalement mes biens. La maison restait avec moi. L'apport documenté de 31 000 € était intouchable. L'avocat de Julien lui a conseillé de ne contester absolument rien. Il n'avait aucun moyen de pression. Et puis, son employeur l'a licencié la même semaine. Plus de travail, plus d'économie, pas de liberté sous caution possible dans son cas où le juge a ordonné le placement en détention provisoire avec une caution fixée à 150 000 € pour lui, et 75 000 € pour Corinne. Aucun d'eux ne pouvait payer. La capitaine Gauthier m'a appelé à l'appartement de Léa ce soir-là, les deux en garde à vue, les deux en train de parler, les deux se rejetant la faute. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai pleuré pour la première fois depuis le cabinet du médecin. Pas de tristesse. Mais après 17 jours à tout garder en moi, je relâchais enfin la pression. Je me suis réveillé à 7h14 dans la chambre d'amis de Léa. L'appartement était silencieux. Pas de mixeur en marche, pas de post-it sur le comptoir, personne pour m'observer depuis l'autre bout de la cuisine avec des yeux calculateurs. Je suis allé dans la minuscule cuisine de Léa et je me suis préparé des œufs brouillés avec des toasts. Juste des œufs, juste des toasts. Juste moi. Je me tenais devant la cuisinière, à faire la chose la plus ordinaire du monde. Et c'était comme la première chose réelle que je faisais depuis des mois. J'avais lu quelque part qu'ajouter un peu de curcuma et de poivre noir aux œufs brouillés était bon contre l'inflammation. Je ne sais pas si c'est pour ça que je me sentais mieux ce matin-là, ou si c'était juste le soulagement de cuisiner à nouveau pour moi-même. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé ce même petit déjeuner presque tous les jours depuis. Le bébé a donné un coup pendant que j'étais devant la cuisinière. Pas pour la première fois, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, j'étais dans une cuisine sûre, dans un endroit sûr, et personne dans cet appartement n'essayait de faire du mal à ce qui grandissait en moi. Maître Mercier a déposé les papiers du divorce cette semaine-là. Divorce pour faute, conduite criminelle, dissimulation de biens, mise en danger. L'avocat de Julien lui a dit de coopérer et d'espérer une peine plus courte. Il n'a pas contesté pour la maison ou quoi que ce soit, car son propre avocat a examiné les preuves et lui a dit que le mieux qu'il puisse espérer, c'était la clémence du juge. Julien Moreau, l'homme qui pensait pouvoir se montrer plus malin que sa femme, son médecin et le système judiciaire, n'a même pas pu déjouer la synchronisation automatique de Google Photos. Le dossier de l'accusation était un mur infranchissable. Le dossier de la capitaine Gauthier comprenait la vidéo de 17 minutes dans la cuisine, le rapport du laboratoire de toxicologie, le dossier médical du docteur Rousseau, le registre des SMS du téléphone jetable, les eurodatages des photos du cloud, la traçabilité des virements bancaires. Les déclarations volontaires de Chloé Martin. Et de quelqu'un que je n'attendais pas, Raymond Moreau. Raymond était le père de Julien, divorcé de Corinne depuis plus de 20 ans.
Il m'a appelé 2 jours après les arrestations. Il ne s'est pas cherché d'excuses. Il a dit, j'aurais dû te prévenir au sujet de Corinne il y a des années. J'avais trop honte. Pendant son mariage avec Corinne, il y a 22 ans, elle avait trafiqué ses anxiolytiques lorsqu'il avait commencé à parler de divorce, remplaçant ses pilules pour le garder confus et docile. Il n'avait pas pu le prouver à l'époque. Il était trop épuisé pour se battre et avait quitté le mariage sans rien, juste pour lui échapper. Quand il a appris ce qui m'était arrivé, il a dit que cela confirmait ce qu'il avait toujours su. Corinne ne s'était jamais arrêtée. Elle avait juste trouvé une nouvelle cible, et un complice plus docile en la personne de son propre fils. Raymond a fait une déclaration complète à l'accusation. Il a dit qu'il témoignerait s'ils avaient besoin de lui. 22 ans de silence, et la dernière machination de Corinne est ce qui a fini par le briser. La défense de Corinne s'effondrait déjà. Son avocat a soutenu qu'elle ne connaissait pas le but recherché par l'utilisation de ces médicaments. Son propre SMS, n'en utilise pas trop d'un coup, ça va changer le goût, lui a été relu lors du 2e interrogatoire. Elle a cessé de parler et a exigé un avocat, mais elle avait déjà avoué dans la voiture de police le premier jour. Ces mots étaient enregistrés. Impossible de revenir en arrière. Julien a essayé de me joindre depuis la prison par l'intermédiaire de son avocat, pour me parler. Maître Mercier a répondu en mon nom. Ma cliente ne souhaite aucune communication. Toutes les questions doivent passer par les avocats. Pas de drame, pas de discours d'adieu. Juste un mur. Je suis retourné chez moi 3 jours après l'arrestation. Léa m'a accompagné. Je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le placard au-dessus du réfrigérateur et j'ai regardé derrière la boîte de filtre à café. Le sac de congélation avait disparu. La police l'avait. J'ai jeté les filtres à café à la poubelle. J'ai jeté le mixeur à la poubelle. Je me suis servi un verre d'eau du robinet et je l'ai bu en me tenant debout au comptoir de ma propre cuisine, dans ma propre maison. Cet après-midi-là, le cabinet du docteur Rousseau m'a appelé pour me donner les résultats de mes dernières analyses sanguines. Les niveaux du composant avaient chuté presque à 0 depuis que j'avais arrêté les smoothies. Le bébé était en bonne santé, son rythme cardiaque était fort, sa croissance normale. Le docteur Rousseau m'a dit, vous avez découvert ça juste à temps. Quelques semaines de plus, et nous aurions une conversation très différente aujourd'hui. Je rentrais de mon rendez-vous. Mon téléphone a vibré. Un message de Léa. Le parquet a confirmé. La date des assises est fixée. Ils vont tous les deux être jugés. J'ai posé le téléphone, j'ai mis mes 2 mains sur le volant, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas vérifié le rétroviseur. Certaines personnes passent des mois à construire un piège pour quelqu'un d'autre, sans jamais s'apercevoir qu'elles se tiennent déjà en plein milieu. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Ça représente vraiment beaucoup pour moi. J'ai une autre histoire qui vous attend juste là, sur votre écran. Et croyez-moi, vous allez vouloir entendre celle-ci. Cliquez dessus maintenant. On se retrouve là-bas.